Bonsoir, merci à tous d'être venus nombreux ce soir pour accueillir Wilhelmian Neutlings du bureau Neutlings Riddick qui va nous faire sa conférence. Un grand plaisir d'accueillir Wilhelmian que on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais on s'est beaucoup fréquenté puisqu'on a été aussi partenaires, petites mains et grosses têtes à l'OMA pendant quelques années, dans les années 80, au milieu, au début, à la fin. Et je suis vraiment heureux de te recevoir parce que on a eu cette année, à mon sens, on a eu l'année dernière Farshid Mossavi qui est venu nous voir aussi. Mais cette année, nous avons reçu Xavier de Reiter et je trouve et je pense sincèrement que Xavier et toi êtes les deux personnes, à mon sens, les plus brillantes qui sont sorties de cette génération de l'OMA et qui ont aussi eu la chance de créer de nombreux et divers bâtiments tout à fait exceptionnels. Pourquoi exceptionnels ? Parce que tu développes depuis 15 ans des projets tout à fait fantasques, d'une fantaisie incroyable, qu'on pourrait même nommer des bâtiments baroques. Enfin, tu as une modernité baroque, absolument. Tu es dans la recherche de la matérialité. Tu as une élégance de la forme naturelle dans tous tes projets, et ça depuis toujours. Et combiné à un rationalisme, une approche très rationnelle à la fois de la ville, du territoire, du proche au lointain, tu composes des œuvres tout à fait originales qui sont des véritables landmarks qui marquent les villes, qui marquent les paysages, en t'appuyant aussi sur une analyse très rationnelle, très forte et très éclairante de programmes très complexes. Tu as travaillé sur énormément de programmes d'habitat pendant longtemps et tu as développé parallèlement à ça tout un travail de recherche sur des édifices, programmes essentiellement publics qui vont de galeries d'art. D'ailleurs actuellement tu es en compétition avec 4 autres dont Foster et certains autres sur donc, les collections du musée du Louvre à Lens, qui est un concours en cours et que je te souhaite évidemment de gagner, puisque tu as très peu réalisé en France, comme toute cette génération-là qui est totalement absente du territoire français, à part Rem et quelques mais c'est pas notre génération, c'est vrai, mais quand même, qui est quand même commence à être plus présent sur le territoire français. Il y a une sorte de quiproquo, d'incompréhension entre cette modernité du Nord, cette intelligence du programme et cette liberté de la forme qui pour moi a toujours été très étonnante. Je ne comprends pas pourquoi le territoire français se refuse dans une espèce de classicisme étrange à toutes ces formes de recherche. Peut-être un peu ce qui caractérise ton travail aussi, cette audace et cette grande liberté. Donc aujourd'hui nous avons, alors pour quand même un peu cerner la carrière de manière très rapide et limitée, la carrière de Wilhelmian. Donc tu as fait tes études à Delft, à l'université technologique de Delft, puis tu as rejoint l'OMA, tu as fondé ton bureau avec Frank Rothbin au départ, puis avec Michael Riddick. Vous êtes associés début 90 et depuis donc vous intervenez sur tout le territoire. Tu as enseigné aussi, plus aujourd'hui, plus tellement, mais tu as enseigné à l'Académie de Rotterdam, tu as enseigné aussi au Berlage Institute, je pense que c'était à l'époque de Villaret. Ouais. Et tu as aussi enseigné comme professeur invité à Harvard. Donc aujourd'hui tu n'enseignes plus, par contre tu fais un nombre incalculable de conférences, d'expositions, un peu partout. Et ce soir, tu vas nous parler de l'ornement et de l'identité dans l'espace public et dans l'architecture. Donc vous aurez la chance d'avoir une conférence thématique que tu vas articuler autour de ces sujets-là, de tes sujets de recherche.
qui couvre l'ensemble de ton œuvre. Donc pas sur la plupart des projets que vous allez reconnaître et dont vous ignoriez peut-être l'auteur, que je vous demande d'applaudir ce soir. Merci d'être là. Merci. Bonsoir, merci Georges pour ces mots très émouvants, parce qu'il y a 30 ans, je crois déjà, que nous nous connaissons. En ce temps-là, Georges était le plus beau garçon de Rotterdam. Et peut-être encore s'il revient à Rotterdam, je ne sais pas. C'était un temps très intéressant, mais bon, on ne va pas parler de l'histoire, mais on va parler du futur. Donc, j'ai préparé une conférence ce soir. Je vais essayer de le faire en français, si peut-être de temps en temps il me manque des mots, mais j'espère que vous m'aiderez un peu avec ça. Et l'idée de cette conférence, c'est une conférence sur le thème de le problème de l'identité. Et le problème de l'identité, c'est que il y a cette question d'identité. Il y a un grand problème. Il y a le fameux sociologue, monsieur Zygmunt Bauman, sociologue polonais, qui dit que nous sommes dans une société, dans une identité liquide, que nous avons une identité liquide. Et le problème de cette identité, c'est qu'on ne sait pas où on est. On ne sait pas quoi qu'on est, et on est parce que il y a cette globalisation énorme. On est en rapport avec la Chine, avec les amis sur Facebook, avec ça et ça, mais on ne sait pas plus. On sait plus où on est. Donc Bauman, il dit que peut-être c'est le meilleur, et il dit aussi que ça, c'est le grand problème de notre société, parce que toute cette xénophobie, tous ces problèmes de nationalisme, etc., la cause de ça, c'est cette aliénation, parce qu'on ne peut pas avoir une relation avec une identité locale. C'est pour ça que les gens s'enferment dans comment on dit ça, des gated communities. Est-ce qu'il y a un mot français pour ça? Non. Dans un condominium qui sont complètement avec des grilles, et aussi il y a maintenant beaucoup de pays qui font des murs et tout ça. Donc il y a ce problème d'identité, et Bauman, il dit qu'on peut peut-être ça résoudre si on a deux identités, une identité globale et en même temps une identité locale. Donc on peut avoir un rapport avec la place où on vit, avec l'école où ses enfants sont, etc., etc. Naturellement, c'est pas si facile, parce que c'est un problème pour nous, pour les architectes, parce que l'identité locale, c'est fait par l'architecture en premier plan, parce que les bâtiments sont les seules choses qui ne peuvent pas être qui ne sont pas mobiles, qui ne peuvent pas être envoyés digitalement à un autre d'ailleurs. Donc le problème, c'est que c'est l'architecture qui doit arriver et qui doit générer cette idée d'une identité locale, si on veut. Peut-être on ne veut pas, mais nous sommes très intéressés dans cette idée. Le problème, c'est qu'il n'existe pas un langage architectural pour ça. Donc j'ai mis ce photo de Strasbourg. Tout le monde immédiatement comprend c'est Strasbourg et c'est pas Rotterdam. Donc il y a un certain truc, mais un certain truc qu'on ne sait pas plus faire, mais qui donne une certaine identité. Naturellement, c'est pas l'idée. Donc c'était une idée postmoderniste dans les années 60 ou 70, 80, de refaire une identité, mais dans une mode très, très, disons, de faire un cliché. Un cliché. Donc, l'autre idée, c'est que si on voit cette photo, on est sûr qu'on n'est pas à Berlin, on est sûr qu'on n'est pas à Moscou, on est sûr qu'on n'est pas à Amsterdam, c'est à Paris. Tant que ce n'est pas Paris, parce qu'en ce temps que c'était bâti, c'était complètement une alien à Paris. Hein, et vous savez
meilleur que moi que tous les fameux écrivains comme Balzac et les autres là. Ils ont protesté très fièrement contre ce bâtiment. Il y avait 700 000 autographes, signatures contre ce bâtiment. Maintenant, si on propose de le démolir, peut-être il aura 100 millions de signatures contre. Donc on voit que c'est possible de créer une identité locale de rien, et qui n'a aucun rapport avec l'identité qui existe. Donc ce sont deux pôles, hein, donc faire l'une ou faire l'autre. Même c'est une identité très forte. Donc tous les Parisiens, pour eux, le Tour Eiffel, c'est Paris, et pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on manque un langage, et c'est pour ça que je dois faire une petite histoire sur l'histoire de l'ornement. On manque cette possibilité de faire, d'avoir une langue, d'avoir une sémantique ou bien des symboles qui peuvent communiquer avec les gens à travers de l'architecture. Ce monsieur, c'est monsieur Hittorf. Il était un architecte français avec un nom allemand, donc peut-être il était d'ici, je ne sais pas, mais il était ancien, hein? Oui. Bon, il était Hittorf, architecte parisien, et en 1850, il a trouvé que tous les bâtiments grecs et romains n'étaient pas blanches, mais étaient colorés. Et tous les ornements de tous ces temples et tous ces bâtiments en Rome, en Athènes étaient colorés. Donc ça, c'est le frise du Acropolis à Parthénon, oui. Et dans le temps des Grecs, c'était comme ça. Donc, ce n'était pas blanche. Donc, c'est très important parce que nous pensons que tous les bâtiments sont blanches, mais il y avait des couleurs très vivantes et les ornements étaient très, très importants à communiquer une certaine idée. En 1909, il y avait ce monsieur qui s'appelait monsieur Adolf Loos. Il était un vrai Autrichien. Et il a dit que dans son pamphlet, qui était très important et très fameux, il a dit ornament and crime. Il n'a pas dit que ornement c'est un crime. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais il a dit que le titre était ornement et crime. Et crime, et pas sacré. Donc il disait que l'ornement, c'est seulement pour des gens qui sont primitifs. Par exemple, les Indiens qui font couleur sur leurs joues et qui ont des plumes, ou bien des marins qui font des tatous et tout ça. Donc ce sont des gens qui sont civilisés et ils ne font pas des ornements. Et les gens qui sont civilisés, ils doivent avoir un costume noir et tous les jours avoir un visage très, très sérieux. Et pendant 100 ans, tous les architectes avaient un costume noir et ils avaient un regard très sérieux. Et ils ne faisaient pas, ça ne marche plus, mais ils ne faisaient pas des ornements. Donc, vous voyez, c'est un bâtiment pour une banque où tous les ornements qui normalement sont autour d'une fenêtre, ils ne sont plus là. Donc c'est un bâtiment sans ornement, un bâtiment silent. Et après ça, pendant plus de 100 ans, tous les architectes étaient très sérieux et tous les architectes ne faisaient pas de couleurs et pas d'ornements. Et ils avaient un costume noir, naturellement. Parce que dans 3-4 générations, on a perdu cette possibilité, cette idée d'un langage pour communiquer à travers des ornements et des couleurs. Maintenant, c'est très difficile de retrouver une mode de faire ça. Et c'est marrant parce que c'est un autre architecte qui est très sérieux, toujours en noir, qui a réinventé dans la dernière année le siècle passé
l'ornement. Et c'était pour une fabrique une industrie de candy, comment ça s'appelle, de petits... de bonbons, oui, c'était des bonbons qui étaient faits de ces plantes. Donc l'idée c'est que la plante qui fait le bonbon est utilisée comme ornement dans une manière contemporaine par une sérigraphie sur une photo qui est sérigraphiée sur des panneaux de verre de la façade. Donc à partir de ce moment, donc il y a, disons, une quinzaine d'années, qu'on est en train, et beaucoup d'architectes maintenant sont en train de trouver un nouvel langage, une nouvelle possibilité pour avoir une certaine appliquée sur les bâtiments qui peut donner une identité locale. Bon, c'est très intéressant si on commence à utiliser cette idée d'ornement. Il y a 5 éléments très importants. Le premier élément, c'est l'idée de identity, comme je dis déjà, comme identité. Donc, par exemple, cette dame-là, qui date de même temps que M. Loos, c'est une dame qui est complètement tatouée. Maintenant, c'est un peu normal, mais quand moi j'étais jeune, c'était pas du tout normal de voir quelqu'un avec des tatous. Donc, et en ce temps-là, pas du tout. Donc, le tatouage, comme une application ornementale qui change complètement l'identité de cette corps et l'identité de sa femme. En même temps, il y a un bâtiment aussi en Vienne, qui est en Autriche, qui a aussi un certain type de tatouage. Et vous voyez que même si les fenêtres sont complètement rationnelles, le tatouage, les fleurs colorées donnent une extra couche. Un autre élément important, caractère important, c'est que l'ornement peut exprimer un contexte. C'est français, un contexte? Oui, un contexte, oui. Par exemple, là, c'est la bibliothèque de l'Université de Mexique, la ville de Mexico. Et on voit qu'en faisant cette application d'ornement, ils ont fait un rapport avec le muralisme mexicain qui est une chose très très forte, mais aussi l'histoire des Indiens, des Incas et tout ça qui était là. Ça veut dire qu'immédiatement, on comprend que c'est un bâtiment mexicain. Autre chose, c'est l'échelle. En mettant des ornements, on voit que l'échelle d'un bâtiment change complètement. Les grands corniches, les grands statues donnent à ce Arc de Triomphe en Paris une toute autre échelle que la vraie échelle. Et on ne sait pas plus ce que c'est. Donc, c'est un autre instrument qu'on obtient si on utilise les ornements. La tectonique, c'est aussi très important. Dans la cathédrale gothique, je viens de promener ici sur votre cathédrale qui est incroyable, tout à fait rouge, incroyable. Mais il y a toutes ces petites sculptures et ça donne une tectonique sur la façade avec les différentes ombres et les différents soleils et tout ça, qui est aussi un instrument qu'on peut utiliser. Donc pas avoir des façades lisses, comment ça dit, lisses, mais des façades qui ont une tectonité. Pardon. Et la dernière chose, ce qui est très important, c'est la raison d'avoir un ornement était toujours de couvrir un joint. Si on a 2 pièces de bois ou de pierre, il faut mettre une autre pièce pour n'avoir pas de l'eau dans le joint. Pendant les 30 ans, on avait eu seulement un ornement dans l'architecture, c'est le silicone. Donc, parce que tous les joints, pendant 30 ans, sont remplis avec le silicone. Je crois que le silicone, ce n'est pas vraiment un ornement très, très intéressant. Mais bon, même il faut le changer un joint un peu... Bon, mais souple, un joint souple. Donc, ça marche, mais on n'a pas de plaisir dans ce... Donc, je vais vous montrer un nombre de projets que nous avons faits. Dans tous ces projets, nous essayons de
expérimenté avec cette idée d'ornementation pour créer une identité locale, mais aussi pour créer, on essaie aussi de créer un espace public. Donc c'est une combinaison de créer cet espace public où tout le monde d'une ville peut aller et peuvent avoir des activités, et d'avoir une ornementation qui parle, une architecture parlante, disons. Donc, la première idée que nous faisons, c'est que nous n'avons jamais une idée, une préoccupation d'une certaine couleur ou d'un certain ornement. Donc, si nous faisons des bâtiments, nous faisons des sculptures, nous essayons de trouver une volumétrie en première phase. On essaie de trouver cette volumétrie à travers de faire beaucoup de petites sculptures, comme Michelangelo a toujours dit que c'est pas que nous sommes Michelangelo, mais il a dit il achète un grand bloc de marbre et la sculpture c'est déjà dedans s'il achète le bloc de marbre. Donc le truc c'est de trouver la sculpture dans le bloc de marbre. Donc nous faisons le même avec le polystyrène. Donc nous achetons beaucoup de polystyrène et nous disons que l'architecture c'est déjà, le bâtiment c'est déjà dans le polystyrène. Mais il faut le trouver. Donc on fait ça et on dit que notre bâtiment sont born naked. We should translate that. Ils sont naître nus. Ils sont nés nus, oui, comme des petits bébés. Parce que j'ai jamais vu de petits bébés qui avaient des vêtements à un moment de naissance. Donc c'est très intéressant parce qu'on va, si on a un bébé, on va dans un magasin et on achète des vêtements. Bleu si c'est un garçon, pink, rose si c'est une fille, non c'est un black. Mais c'est très intéressant que les vêtements changent la volumétrie. Par exemple, si on a un homme un peu vieux, un vieux homme et un banquier ou quelqu'un qui veut être un peu plus macho, avoir plus de power. Les banquiers, ils ont des rayures verticales avec des costumes pour avoir plus de power, pour être plus élancé. Oui. Quand à l'autre côté, le marin, il veut exprimer qu'ils sont très forts, donc ils ont des rayures horizontales toujours, en bleu et blanche. Donc le vêtement, la manière de dresser ou d'appliquer la façade change la volumétrie. Donc nous, après avoir conçu la volumétrie, on essaye des couleurs, on expérimente avec des différents dessins, des différents... What's a pattern in French? A pattern. Texture? No, pattern is a motif, oui, des différents motifs pour trouver une certaine expression et pour avoir quelque chose qui peut radier une expression. Voilà quelques bâtiments que nous avons faits et vous voyez qu'à travers de cette méthode, il n'y a pas une forme ou une couleur ou un matériau que nous voulons en premier plan, comme M. Meyer qui a toujours blanche. C'est facile d'avoir toujours blanche, mais comme ça, on a toujours de différents matériaux, de différents ornements qui font des expressions spécifiques. Je vais vous montrer 5 différents types de bâtiments avec de différentes manières de travailler. Premièrement, ce sont les bâtiments qu'on dit sculpture volumes, donc des volumes sculpturaux qui sont couverts avec de la pierre. De la pierre. Ce qui est très difficile en français, ce sont tous les non, nous avons, chez nous, tout est masculin, je ne sais pas pourquoi. Mais... Même la fille. Peut-être vous êtes plus civilisé que nous. Donc, ça c'est une très vieille projet. C'était pour un concours pour une hall de concert à Bruges, en Belgique.
C'était le deuxième prix, parce que c'était un peu trop osé pour le premier prix, je crois. Et l'idée, c'est d'avoir une totem. Un totem, c'est parce que le bâtiment, c'est une tour, c'est le tour de théâtre qui est au milieu. Et donc, il y a deux porte-à-faux. Un porte-à-faux à un côté qui est le grand salle et le petit salle à l'autre côté. Avec une salle de concert, on n'a pas de fenêtre, donc il n'y a pas de manière de faire une composition avec la fenêtre. Donc on a essayé de faire une composition avec une application qui est faite avec du béton préfabriqué en relief, en 3 dimensions. Et dans une couche plus bas, on a des panneaux en bronze. Et l'idée, c'est d'utiliser le fleur de la plante acanthe, oui, acanthe. Et acanthe était une plante qui était utilisée beaucoup dans le style corinthe pour les capitaux grecs et surtout pour le théâtre. Donc, on a pensé que peut-être, parce qu'on était là, on ne savait pas quoi faire, peut-être la plante en béton aussi font le job, font le truc. Et on a couvert tout ce bâtiment avec des très grands feuilles de plantes. C'est un premier expériment pour voir si on pouvait pas. C'est aussi la dentelle. C'est autre chose. C'est un secret. En effet, le maquette a fait à travers de lingerie de dentelle. C'est une dentelle qui est imprintée dans le plastique. Mais bon, il n'y a pas de rapport avec la dentelle. C'est pas vrai. Parce que ça serait trop facile et trop banal. On a dit que c'était pas vrai. Feuille d'acanthe. C'est une feuille d'acanthe. De Bruges. Oui. Et tous les dentelles de Bruges viennent de Hong Kong, quand même. Ils sont pas faits à Bruges. Donc, un autre bâtiment qui était réalisé dans les années 98, c'est une station de pompiers. Et là, en Hollande, on a un très grand problème, c'est que tous les bâtiments doivent être très, très cheap, moins chers. Comme en France. Oui, mais pas comme en Allemagne. Hein. Donc nous faisons des bâtiments qui sont le moitié du prix des bâtiments d'Allemagne. Oui. Et donc on a un problème parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a dit ici, oui, pardon. On a dit on va faire du Plattenbau. Plattenbau, ce sont les bâtiments qu'on faisait dans l'Allemagne de l'Est et dans la Russie. Donc, on fait de très, très simples bâtiments préfabriqués. Mais le problème du bâtiment préfabriqué, c'est qu'on a on a un joint qui est très laid. Donc, on dit, there's an English proverb saying, if you can't beat them, join them. Donc, on a fait beaucoup de joints. Et tous les joints sont pour cacher les joints. Donc, ce sont des fausses joints. Donc, la plupart sont des fausses joints. Et l'autre idée, c'était si on demande aux gens qui, dans l'usine de préfabrication, de couler 1 centimètre de plus de béton, ça, c'est pas vraiment très cher, hein, c'est pas cher du tout. On avait 1 centimètre pour avoir un relief et pour avoir, à travers de ce centimètre de béton, d'avoir une expression architecturale. Donc, on a pensé que une des voitures des pompiers a roulé dans la nuit sur le béton qui était encore fraîche et qui a fait... donc on a pris une pneu Michelin et le pneu Michelin on a utilisé comme ornementation. Dans une idée de faire un bâtiment qui est plus macho, hein, qui est plus fort, qui est plus viril, ce qui marche très bien avec cette idée de pompiers qui sont des hommes, etc. Aussi, on fait le béton en couleur verte, parce que le vert et le rouge, ça donne très bien... ce sont des couleurs complémentaires. Et aussi, vous voyez que dans chaque bâtiment, on essaye de faire un espace additionnel. Ici, par exemple, c'est une piscine
qui est sur le toit de ce bâtiment, où on prend, c'est une réserve d'eau de la pluie, mais les voitures des pompiers, ils sont remplis avec l'eau de la pluie. Donc à cette ville, à Maastricht, tous les bâtiments qui brûlent sont arrosés avec l'eau de la pluie. Non, avec l'eau de la pluie. Donc c'est incroyablement... non, pas poétique, ah oui, poétique aussi. Mais, non, c'est la HQE, non, c'est le sustainable. I have to drink some water because I'm getting... C'est pas facile de parler français tout le temps. Les muscles sont un peu... Donc, c'est l'idée de... Donc, après, si le pompier revient après un désastre énorme, ils sont là un peu dans Club Med pour se relaxer. Donc, c'est vraiment une idée aussi de trouver des endroits publics, pas forcément publics, mais des endroits là. Donc, autre exemple, c'est un théâtre à Louvain, en Belgique, petit théâtre, où on a essayé de faire un théâtre avec un type de papier, comment ça dit, papier peint sur le mur, et pour donner une échelle à ce bâtiment, mais aussi pour avoir une forte identité, parce que beaucoup de théâtres maintenant, ils sont des black box, ce sont des boîtes noires où il y a l'idée qu'il n'y a pas d'expression du tout. Donc il n'y a pas une expression de l'architecture, il y a seulement une boîte noire comme un cinéma. Mais nous croyons que c'est intéressant si on entre et si on a un espace qui est spécifique. Aussi, vous voyez que là, il y a une très grande fenêtre sur la scène qui donne sur la rue. Donc, il y a des gens, je ne sais pas qui... Ah oui. Donc, ça, c'est une petite place dans la ville. C'est une place publique. C'est pas... donc, tout le monde peut être là et peut voir ce qui se passe dans le théâtre. Et aussi, c'est une place publique qui est très, très animée, qui est très, très souvent utilisé comme espace pour les gens de la ville. Donc c'est encore un effort de faire des espaces publics dans des bâtiments qui font vraiment partie de la ville pour avoir des bâtiments très très ouverts. Autre exemple, c'est une bibliothèque et centre culturel à Arnhem, c'est à l'est de la Hollande, où on a essayé de continuer la rue. Donc la rue de cette ville continue tout en haut jusqu'au sommet de ce bâtiment. Et en ce moment, tous les différents départements de toutes les différentes institutions de cette centre culturel, ils ont une porte, une adresse sur la rue. Et cette rue, c'est une rue ouverte où tout le monde peut entrer. Il n'y a pas de contrôle ou rien. Donc on peut vraiment entrer dans ce bâtiment. Et ce bâtiment est fait avec de béton, un béton qui a un relief. Donc voici le bâtiment. Donc ça c'est le grand... c'est un peu comme une rue suisse qui monte. Et vous voyez que l'idée c'est qu'on a de grandes fenêtres qui donnent sur la rue, mais les autres parties sont très très étroites, c'est 60 cm, mais quand même ils ont, si on a vu comme ça, on a beaucoup de vues, mais si on est dans cette rue étroite, ça semble être complètement opaque, donc on ne peut pas voir de fenêtres. Donc c'est vraiment, ça donne une idée très sculpturale. Et aussi en faisant ce relief que nous avons fait avec des artistes, donc nous travaillons beaucoup avec des artistes, ils ont fait ce petit truc, je peux pas, ce petit truc là, pardon, des petits trucs là qu'on voit dans la rue et qui font cette idée
peu comme la cathédrale, cette idée d'ombre et de soleil qui est très très fort. Donc l'idée de travailler avec des artistes, c'est aussi une idée de donner une couche additionnelle d'idées et de possibilités d'avoir une idée intellectuelle mais aussi culturelle. Dans les cannelures, parce que ce sont des cannelures, on a mis des médaillons en béton, et ce sont des médaillons, ce sont des rosettes, on en dit. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces ornements qui sont faits par des artistes, c'est un ornement, vous voyez là, c'est une Penrose diagram. So Penrose, c'est un mathématicien anglais qui est encore vivant, qui a trouvé cette idée de géométrie qui sont pas répétitives, donc c'est des géométries très, très spéciales. C'est un type de mathématiques, et parce que le centre culturel était le centre de connaissances dans la ville, parce que c'est la bibliothèque, les artistes ont fait cette rosette avec cette mathématique de Penrose. Après, on a dit que c'était une rosette, parce qu'une rosette, en français, c'est une rosette, oui, un médaillon. Et ce qui est très, très intéressant, c'était qu'il y avait des très grandes bagarres politiques et entre tous les instituts. Donc ça, ce sont les 5 directeurs de cet institut qui étaient forcés d'entrer dans ce nouveau bâtiment. Mais en le moment qu'il y avait l'ornement, ils sont tous entournés, ils sont tous, comment on dit ça, réunis autour de ornement. Et même le bâtiment s'appelle Rosette. Donc on a dit maintenant on va appeler le bâtiment Rosette. Donc c'est un peu comme le Tour Eiffel. Ça n'a rien à faire avec cette ville. Ça n'a rien à faire avec rien. C'est une invention d'un artiste. Mais même c'est très très laid. On n'a pas forcément même l'affiche, le style de maison est fait avec ces rosettes. Donc on voit que, et maintenant même la place s'appelle Roset et le parking s'appelle Roset. Donc dans la ville, cette idée a créé une identité très très forte locale, et même que il y a déjà 1 million de personnes qui ont été là pendant un an, pendant le première année, et aussi la location, comme ça dit, la location de livres, le prêt de livres dans la bibliothèque a augmenté avec 30%. Parce que les gens sont vraiment, pour eux, c'est vraiment quelque chose de la ville et quelque chose de la société locale. Donc on voit que là, c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc on voit la rue, les entrées de bibliothèque et tout ça. Donc c'était un expériment qui était encore qui allait plus loin que nous avons même pensé. Autre chose, ce sont les bâtiments qui ne sont pas si sculpturels, mais parfois on a des bâtiments qui sont seulement une boîte. Par exemple, les hangars industriels, ce sont des boîtes qui sont dans une prix très très basse, très simple à faire, mais il faut trouver quelque chose additionnel. Donc, par exemple, ici, on a dit c'était pour une imprimerie, un print shop Weyman, et nous avons dit bon, nous faisons des livres et nous sommes une imprimerie très très de haute qualité. Donc, on veut avoir une expression de haute qualité de notre entreprise qui fait une radiation externe, disons. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a dit au directeur, peut-être la meilleure chose, c'est que vous faites votre façade vous-même. Chaque semaine, vous demandez un graphiste, et sur papier, vous imprimez votre façade. Et comme des murs d'affiches, la façade sera plus et plus épaisse après les années. Donc c'était une idée très, très intéressante. Mais peut-être on peut le faire. Donc après une semaine, il est venu chez nous. Il a dit, mais je ne peux pas le faire parce que si je fais ça,
je dois imprimer pour ma façade et je ne peux plus imprimer pour mes clients. Donc c'est un problème. Donc on a dit on va le faire une fois, on va faire imprimer des lettres sur des plaques de verre. C'est un système de greenhouse, de serre de tomates qu'on utilise beaucoup à la Hollande. Donc c'est un système très très simple, très économique. Et aussi ce qui est très économique, c'est qu'il y a seulement 27 lettres dans l'alphabet. Parce que comme ça, on a seulement 27 moules et on peut très, très, très facilement faire des scénographies. Donc on a téléphoné un fameux écrivain hollandais. On a dit, est-ce que vous pouvez faire une poème pour nous, pour le bâtiment? On a téléphoné une graphiste. Est-ce que vous pouvez faire une layout? Et nous sommes très, très lazy, what's in French? Paresseux. Pas? Paresseux. Paresseux, oui. Il y a un très bel livre de le fils de Karl Marx qui a fait un article sur le droit d'être paresseux, oui. Donc nous sommes très très paresseux. Et ce qui est beaucoup plus facile de faire la façade moi-même, c'est de téléphoner un autre pour dire pourquoi vous ne faites pas notre façade. Donc, il a fait ça, et si vous si vous pouvez lire l'hollandais, donc ça dit quelque chose sur le soleil et les nuages et la pluie hollandaise et tout ça. Donc c'est un poème qui a aussi une certaine idée, mais qui a cette idée d'exprimer cette entreprise, cette imprimerie. On a, et aussi, dans cette boîte, on a coupé une grande patio, ce qui n'est pas très normal. Et c'était une idée parce qu'en ce moment, il y avait une très grande révolution dans l'industrie d'imprimer, parce que il y avait toujours ce qu'on appelait les colle blanche et les colle bleue. Et c'était dans cette industrie, c'était une très grande division. Mais en le moment que les ordinateurs étaient introduits dans cette industrie, il y avait un mélange des types de travail et aussi un mélange de deux classes d'ouvriers. Et l'idée avec ce jardin, c'est que tous les gens, même les gens qui sont dans l'imprimerie, dans le bureau ou dans le pré-press, ils ont tout le même vie sur eux-mêmes, mais aussi dans ce jardin. C'est aussi encore une idée de créer une certaine identité, mais aussi de créer un espace public et de lier les gens. On a essayé à Paris de refaire cette idée. Nous avons fait un bâtiment pour Bouygues. Et Bouygues, vous connaissez, hein, c'est le plus grand. Non, ok. Et c'était un projet pour un hôtel 1 étoile. Et je veux dire, si quelqu'un dans la salle jamais a la commission pour avoir pour faire dessiner un hôtel de 1 étoile, dit non. Hein, parce que c'est terrible, hein, parce qu'il n'y a pas d'argent. Les chambres sont extrêmement petites et tout est fixé, parce que tous les petits trucs, c'est comme une machine d'argent, et c'est complètement fixé. Chaque enseigne, chaque chaîne d'hôtels, ils ont des boucles très, très grands où il y a toutes les restrictions. Donc on a dit, bon, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit, bon, nous faisons pour vous cet hôtel, 500 chambres. Seulement, nous demandons d'avoir une lettre par fenêtre. Et pour le reste, nous faisons ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Hein. Ils disent, oh bien. Donc, il y a 402 fenêtres. C'est à côté de la périphérique. Donc ça, c'est la périphérique. C'est à La Villette. Et c'est un quartier très, très... Mais c'est à l'autre côté de Paris. Donc c'est Paris, mais c'est un petit bout de Paris qui est à l'autre côté du périphérique. Et en ce moment, c'est une terrible ruine avec des gens intoxiqués. Il y a un trafic de drogue énorme, de prostitution. C'est
c'est pas plaisant d'être là. Et même, on est sous le périphérique, parce que ce périphérique-là, c'est complètement élevé. Et donc, c'était la seule chose qu'on pouvait faire, ce sont les lettres. Et on a dit, pourquoi pas, on a invité M. Olivier Rollin, c'est lui, fameux écrivain français. Et on a demandé, est-ce que vous pouvez faire un poème pour nous? On a dit, oui, bon, ok. Donc, nous avons travaillé avec lui, et il revenait, on a dit, nous avons 402 fenêtres, donc nous avons besoin d'un poème de 402 mots. Donc il a travaillé dans son maison de campagne en Bretagne. Et il est revenu il y a 3 mois et il dit, ah, c'est fini. Mais non, il y a un problème parce que vous avez oublié qu'il y a des interponctions entre les mots. Donc il n'y a pas 402 lettres, mais il y a 402 lettres inclus les interponctions. Donc, he went back to Bretagne, and then he came back with a new poem. Et ça, c'est ce poème. Et l'idée de ce poème, c'est très intelligent parce qu'on ne peut pas, si on roule à 100 km/h, on ne peut pas lire un poème. Mais il a pris des mots, catch mots, des mots de flash, disons. Et donc, c'est sur le périphérique, et la vie publique, et Paris éthylique, etc., etc. C'est très beau si on le fait complètement. Mais c'est aussi, chaque ligne, c'est une ligne séparée, et on peut le lire si on veut. Donc, c'est aussi pas une idée de lire ce poème, c'est l'idée qu'il y a une couche, disons, culturelle sur ce bâtiment mais qui dit quelque chose sur ce quartier. Donc, c'est vraiment un poème sur la prostitution, sur la drogue, etc., qui est là. Ce que nous aimons beaucoup, c'est que ce bâtiment, le propriétaire de ce bâtiment est Michel Bouygues. Et le meilleur ami de Michel Bouygues est M. Sarkozy. Donc, dans notre studio, on a cette idée que M. Sarkozy est sur le yacht de M. Bouygues à Cannes ou Nice, et il prend un petit rosé, disons. Et Sarkozy dit à Michel, mais ça veut dire quoi, cette lettre sur votre bâtiment? Michel dit, de quoi il parle? Je ne comprends rien. Donc il téléphone à son collaborateur, il dit, qu'est-ce que c'est ça sur mon bâtiment? Et le collaborateur lit le poème, mais ce qui est très intéressant, c'est que M. Olivier Rollin était un terroriste de gauche. Il était marxiste, terroriste, non, il était maoïste. Et dans les années 70, il faisait des exercices dans le bois de Vincennes avec. He was really fighting, with mitraillettes. So this guy, who is now an old guy, c'est un grand-père, il est très, très, très sympathique. Donc il a ce problème. Donc l'idée, c'est qu'on a on a fait à travers l'architecture même cette connexion entre M. Bouygues et M. Olivier Rollin. Et on a une expression qui dit quelque chose sur ça. Donc il y a des niveaux d'idées qui sont naturellement pas des niveaux qu'on peut lire si on roule là, sur le périphérique, mais il y a une certaine... il y a des couches qui existent et qui donnent ce bâtiment une expression qui est plus d'une expression normale. Ici, c'est un bâtiment à Moscou. Aussi une boîte très simple. Et c'est le nouveau flagship store, donc le magasin central, le plus important magasin pour cet homme-là, en gauche, qui s'appelle Valentin Yudashkin. Valentin Yudashkin, c'est le Pierre Cardin de Moscou, ou le Gucci de Moscou. Donc, M. Poutine a demandé à Valentin d'être si important que Gucci, mais dans une certaine manière russe. Il fait des jupes qui sont très très romantiques, comme vous pouvez voir. Et son clientèle, c'est surtout la princesse arabe et les femmes de haute bourgeoisie de Moscou.
Mais aussi, il a fait les uniformes de l'armée rouge. Donc là, il donne à Poutine le chapeau de l'armée rouge et la nouvelle. Bon, nous étions invités pour faire son headquarters. C'était dans un temps que Poutine était encore, pouvait encore prendre des commissions comme ça. Maintenant, on ne peut plus. Mais, et l'idée là, c'est aussi de ce que nous faisons, c'est d'avoir un très grand bâtiment avec de la une façade de verre en relief, avec les couleurs de Valentine et avec le logo de Valentin. Donc c'est un peu comme si on a comment ça s'appelle, de Saks de Vuitton, on a le logo. Donc l'idée c'est que comme ça, toute la façade était le logo de Valentin. Bon, c'est très dangereux de faire des commissions comme ça. Si quelqu'un dans la salle a téléphoné, ne le fait pas, parce qu'on a lié complètement dans cette idée politique. Donc quand le mercenaire de Valentin était la femme de Louchkov, donc le maire de Moscou, et quand Louchkov était chuté, notre projet a été chuté. Donc on a complètement liaisé à une liaison directe avec cette situation politique qui est très très dure. Bon, des autres types de bâtiments. Donc le troisième type, ce sont des bâtiments qui sont plus fragmentés et qui ont des doubles pots. Donc nous avons fait des différents projets. Ceci c'est un casino à Hollande. Ça devrait être le plus grand casino en Hollande, mais après il y avait des élections et les chrétiens de droite ont gagné. Ils ne voulaient pas que l'État, parce que c'est la Hollande, les casinos sont un monopole de l'État. Les chrétiens ne voulaient pas que... les chrétiens de droite en Hollande? Oui, très très droite. Des djihadistes chrétiens, nous avons. Non, par exemple, les femmes ne peuvent pas être élues et tout ça. Non, c'était... Bon, donc ils ont dit on ne peut pas le faire. Donc, mais l'idée ici, c'était qu'on a fait une double façade avec des étoiles et avec une deuxième surface qui était complètement faite en LED. Donc si quelqu'un a gagné le jackpot, la couleur du bâtiment changeait et tout ça. Aussi, si on n'a pas fait le jackpot, il y a un très grand trou au milieu de ce bâtiment, un trou où il y a toute la circulation du bâtiment avec des escalateurs. Pardon? Ah, tu sais. Ah. You just tu as pris mon joke. I'm so sorry. Okay. Non, Heinz dit que si on n'a pas gagné le jackpot, on peut se... Oui. Donc on peut voir quand même où l'argent est parti. Donc l'idée c'est d'avoir de très grands coins, de très grands pièces de monnaie qui couvraient toute cette cavité dans le bâtiment. Autre bâtiment, c'était une opéra à Ljubljana, en Slovénie, où on a essayé de faire quelque chose avec les flocons de neige, parce que Ljubljana, c'est dans les Alpes, donc on a les Alpes directement tous les jours, et on a dit que peut-être on pouvait faire une sorte de lampillon dans la ville avec les snowflakes, les flocons de neige mais en verre, et qu'il y avait aussi un très grand foyer, un foyer aussi qui travaillait comme un espace public très important dans la ville. Je ne vais pas expliquer tout ça. Un autre bâtiment, c'est une salle de concert que nous avons fait à La Haye, aussi avec une double pot, et avec encore une très grande cavité dans le bâtiment où il y a une manière que tous les gens vont jusqu'au toit, comme une rue verticale dans le bâtiment. Towers, tours. Les tours sont très difficiles parce que les tours sont des tours et les tours sont toujours simples. Donc les tours sont des rectangles. Et là, c'est un bâtiment, un expériment très ancien déjà. L'idée, c'était que la composition du bâtiment s'est faite sur la sculpture et pas sur la composition des fenêtres. Donc normalement,
beaucoup de l'architecture, la composition des fenêtres, des petites fenêtres, des grandes fenêtres, etc., font la composition de la façade. Mais ici, la façade est complètement régulière. Les fenêtres ne donnent pas l'idée fonctionnelle, donc on ne peut pas voir la différence entre une fenêtre d'une chambre à coucher ou une toilette ou une cuisine ou séjour. C'est comme une wrapping, comme une papier de Saint-Nicolas, un papier emballage, un papier de cadeau qui est râpé, non pas râpé, qui entoure cette sculpture, et toute la composition est faite sur la volumétrie. Une autre tour qu'on est en train de dessiner, c'est une tour en Hollande aussi, où on a essayé de... C'est une tour qui est sur le terrain de Philips, les anciennes entreprises de Philips, où la télévision en couleur est inventée. C'était la fabrique de télévision de couleur. Donc on a pris cette idée de Nam June Paik, le fameux artiste coréen, de dire que c'était des télévisions qui sont entassées l'un sur l'autre. Ça, c'était une tour pour Paris, une tour de 200 mètres à Paris. C'était un concours il y a 2 ans où nous sommes devenus deuxième. Nous sommes toujours deuxième. Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'en Paris, si on n'appelle pas Jean, on ne peut pas être premier. C'est Jean qui fait le tour maintenant. J'appelle Willem Jan, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas loin, mais... Donc l'idée, c'est de faire une tour. Il y a, comme vous peut-être vous savez, à Paris, il y a maintenant trois endroits où on peut bâtir des tours qui sont plus hauts, donc qui vont au-dessus de la gabarit standard de Paris, qui est environ 30 mètres. 200 mètres, il y a trois endroits. Ça, c'est le rive gauche, le troisième, je crois, oui. Et c'était un concours. Et l'idée, c'est de faire une tour qui n'était pas une tour. Parce que les tours ne sont pas très intéressantes. Les tours ont un problème qu'il y a toujours un noyau central. Et autour, on a les plateaux. Mais ce n'est pas très efficace du tout. C'est pas très agréable parce qu'on est dans une tour mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc l'idée c'est d'avoir 5 îlots de ville qui sont entassés l'un sur l'autre. Et comme ça les gens ils travaillent dans une îlot de ville à 5 étages. Dans cet îlot il y a un très grand patio, une cour qui est plantée avec des arbres et tout ça. Donc même si on est à 100 mètres, on se trouve dans une communauté, dans une cour conviviale avec des plantations. Mais pour faire ça, on a dû faire des porte-à-faux qui donnent des diagonales. Donc l'idée ici, c'est que l'ornementation, c'est plutôt un ornement de structure, structurel, fonctionnaliste même, mais quand même une expression très forte. C'est aussi un bâtiment qui est pas très cher. Le truc, c'est que, parce que c'est fait pour une développeur, le truc, c'est que le bâtiment est fait sur la rue. Donc, on prend le premier bloc et on lève le bloc avec les 2 noyaux. Donc on peut le faire très très rapide parce que c'est fait de base en eau. Autre bâtiment, c'est le nouvel Control Tower, pour le port d'Anvers. Donc c'est là où il y a le radar, c'est comme dans les aéroports, mais ici c'est pour le port, parce que le port d'Anvers est très très grand. Donc toute la circulation du port on fait là. Et l'idée c'est d'avoir une sorte de porte pour Anvers. Un bâtiment qui est réalisé, c'est un bâtiment... Pardon? Non, mais c'est le vieux budget de Lisitsky.
Le diplôme de Helsinki, il est Nugent. C'est un Wolkenbügel, yeah. Un Wolkenbügel, oui, c'est ça. Donc il y a 100 mètres. Donc l'idée, bon, c'est un peu le frère, l'idée c'est d'avoir 5, on en a une, mais bon. On a fait ce bâtiment, c'est le seul bâtiment à Rotterdam pour l'école maritime, donc l'école de Shipping and Transport. Là, on a un peu l'idée qu'on voulait faire un bâtiment qui n'était pas une école, pas un bureau, pas un bâtiment de je ne sais pas quoi, mais plutôt une installation portuaire qui ressemble un peu les bateaux, les grues et tout ça. Et aussi peut-être un bateau avec des conteneurs. Donc l'idée c'est d'avoir une sculpture où les deux éléments, l'élément en haut et en bas, sont les éléments communs. Il y a une grande salle là, de 400 personnes, une salle de conférence en haut, et en bas on a un restaurant pour 500 personnes. Et en haut, on a une vue sur le port, en direction mer, et en bas, une vue direction rivière. Donc on a vraiment la vue sur ce que est enseigné dans cette école. Aussi, il y a une certaine idée d'avoir une expression portuaire ou industrielle avec ces deux couleurs bleues et... c'est un bâtiment où il n'y a pas de ascenseur dans le bâtiment, il y a seulement des escalateurs. Et donc l'idée c'est que jusqu'au bout, jusqu'au dernier étage, on va avec des escalateurs. Et ça a une idée aussi d'une idée de convivialité, une idée de faire plutôt une commune dans cette école, parce que si on est les gens qui sont dans des ascenseurs, ils ne disent rien. Ils disent ça. Et pendant 20 ans, on ne sait pas ce qui est dans l'homme qui est dans l'ascenseur, qui travaille là pendant 20 ans sur un autre étage. Mais si on est dans un escalateur, les gens disent allô et voilà. Et là, donc ils sont beaucoup plus vivants et en allant jusqu'au bout, ils ont une vue sur les autres départements. Donc ça donne une synthèse très importante dans la vie de toute cette 2000 gens qui sont là. Et aussi, ce qui est très intéressant, ça donne un bruit. Donc il faut aussi avoir tous les 500. Donc il y a un bruit permanent dans ce bâtiment, parce qu'il y a 24 escalateurs qui disent... Et c'est comme on est dans un bateau. Donc l'idée, c'est qu'on a cette idée d'être dans un bateau parce qu'il y a cette permanence d'un bruit de moteur. C'est ce qui est très bien. Ça, c'est la salle de conférence qui est tout en haut, qui est aussi fait avec... donc on a essayé de faire des clichés de marine, disons, de life jacket. Et ça sent plastique très fort. Donc, si on entre, on a ce son de plastique très fort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est très fonctionnel. Parce que s'il y a un désastre, on prend un life jacket et on saute dans la rivière. Ça marche. Si tu permets. Là, je vois Euromast. Et si je me souviens bien, derrière Euromast, il y a le grand hôpital de Rotterdam. Et l'hôpital de Rotterdam, la façade a été faite par Jean Prouvé. Et moi, ce que je vois là à gauche, ce sont des façades préfabriquées aluminium, qui sont inspirées du travail de Prouvé à cet endroit-là, qui est tout à fait incroyable. Est-ce que je me trompe ? Non. J'ai fait un bouquin sur toi. Prouvé était toujours... Prouvé était très important en Hollande. Il a fait beaucoup de choses, mais il était vraiment une prédécesseur de beaucoup d'architectes d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi, dans votre travail, il y a aussi cette... peut-être pas une référence, mais pour moi, c'est présent, c'est évident. Non, mais c'est vrai parce que aussi Prouvé, il fait des façades qui étaient très tectoniques. Par l'isme. Le pavillon de Cohen à Venise cette année. Non. Il y avait des panneaux. Ah oui. Lui Prouvé était pas mal. Mais il était aussi Jean. C'est pour ça. Oui.
Bon, autre bâtiment. Puis il y a des bâtiments qui sont un peu comme des animaux ou comme des hommes, anthropomorphiques, et qui ont des peaux métalliques. Par exemple, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment, ce sont des appartements. Donc il y a 5 blocs d'appartements qui sont dans une mer, pas une mer, une lac près d'Amsterdam. Aussi, ça semble être incroyablement irrationnel, mais c'est très très rationnel. Donc c'est une rationalité hollandaise à l'hollandaise. Donc le fait qu'il est triangulaire, c'est que le soleil est à ce côté. Et il a une trapézoïde plan pour que tous les gens, même les gens qui habitent derrière, ont une vue frontale. Donc toute la forme, c'est une forme complètement fonctionnelle, mais aussi la peau, parce que la raison c'était que la régie des eaux, c'est pas quoi, la régie des eaux en hollandaise, il ne voulait pas qu'il y avait une érosion, par exemple de peinture ou quelque chose dans l'eau. Donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de faire de l'aluminium brut, sans pas laquer. C'est pour ça qu'on a utilisé cet aluminium sur ce bâtiment. Mais on le fait beaucoup de fois maintenant. Par exemple, ça c'est un centre culturel et bibliothèque à Amersfoort qui vient juste d'être ouverte, et il est fait avec 5000 sphères, mi-sphères, comme des bâtiments, comme des éléments flottants. Ici, on a essayé de faire un lien avec la ville, parce que la sainte de la ville, comment se dit ça, le patron de la ville, c'était le Saint Georges, avec son grand bouclier. Donc l'idée c'était que parce que le problème avec l'ornementation, c'est que les gens ils demandent mais pourquoi. Donc il y a le plus facile, c'est de dire c'est l'artiste qui l'a fait. Donc normalement c'est pour ça qu'on travaille. C'est l'artiste qui l'a fait. Et si un artiste le fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Si l'architecte le fait, il dit non. Mais si nous disons à un client c'est l'artiste, ok, c'est l'artiste. Ici nous avons fait la sphère nous-mêmes. Donc il y avait un problème. Pourquoi? Parce que le patron de la ville, c'est Georges, il y a un bouclier. Ok. Donc ça n'a rien à faire, mais il faut trouver quelque chose. Donc parfois les ornements ne parlent pas si fort comme d'autres ornements. Ici ça parle assez fort. Ça c'est le grand salle. Donc on entre, et aussi dans ce bâtiment, le salle est une continuation de l'espace de la ville, donc un très important espace public où les gens peuvent entrer, lire des journaux, se rencontrer, etc. Souvent, nous faisons aussi des trucs ce qui est très important de faire, pas les plans, mais faire les sections, la coupe. Parce que c'est dans la coupe qu'on vraiment a une relation avec l'homme. Et c'est pour ça que vous voyez que nous avons beaucoup de bâtiments où il y a des différences de niveau ou de certaines manières qui donnent aussi une architecture de promenade d'architecture, mais qui donnent des possibilités d'utiliser ces espaces dans de différentes manières. Par exemple, ici, on fait des théâtres, on fait des fêtes, parce que cette idée de terrasse donne beaucoup de possibilités pour des activités qui ne sont pas prévues. Donc, une des idées importantes aussi, c'est nous disons toujours à notre client que les clients nous donnons notre client ce qu'il demande, mais pas ce qu'il expecte, ce qu'il attend. Et ça, c'est très important. Donc, il faut toujours donner ce qu'il demande, mais donner autre chose qu'il attend. Et en faisant ça, il faut donner quelque chose qui est quelque chose pour la communauté, pour la société, pour les gens qui utilisent le bâtiment. Autre bâtiment, c'est le bâtiment central des impôts de la Hollande. C'est là où tous les impôts de la Hollande sont dans les réserves. C'est un peu un bâtiment James Bond, Fort Knox, parce que c'est le bâtiment le plus
le plus sécurisé de la Hollande. Il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de monnaie, mais il y a tous les ordinateurs de l'État. Et si pendant 1 minute les ordinateurs ne fonctionnent pas, ils ont perdu 1 milliard d'euros, je ne sais pas quoi. Donc c'est très très protégé. Il y avait quelques tours qui étaient là déjà de les années 50 ou 60, et on a la commission, le projet c'était de lier la tour avec une socle. Mais on ne voulait pas faire une socle parce que si on faisait un socle de 500 mètres de longueur, c'était très laid et pas très intéressant. Ça coupait le quartier parce que c'est un quartier résidentiel. Donc on a dit on va faire un bâtiment qui est complètement souterrain. Pourquoi souterrain? Parce que c'est plus James Bond, non? Non, mais c'est très intéressant parce qu'on a fait un pont de l'eau de la pluie sur le toit qui est dans le sous-sol. Et comme ça, les riverains, ils ont un pont très beau et ils vivent avec ce pont et ils peuvent aller sur le pont et tout ça. Mais le pont aussi a des fonctions. C'est avec l'eau, on chasse les toilettes. Avec l'eau, on affroidit le bâtiment. Donc c'est le système de cooling system. C'est pour le sprinklage, c'est le bassin de sprinklage. Et naturellement, c'est la sécurité. Parce qu'on ne voulait pas avoir des grands grilles et des grands barbed wire, comme ça dit, what? Yeah. Des barbes qui sont normalement autour de ce bâtiment. Donc on a dit, si on prend l'eau c'est le grand protecteur. Parce que si on voit quelqu'un dans le bâtiment avec son pantalon qui est noué, c'est lui. Donc on ne peut pas entrer parce qu'il faut premièrement se promener dans l'eau. Et comme ça, on a réussi d'avoir un bâtiment qui est très poétique et qui n'est pas du tout à l'air d'un bâtiment très sécurisé. Il y a des petits tours là, ce sont non, c'est pour la lumière. Donc ce sont des puits de lumière. Donc la lumière entre dans ce bâtiment. Ça c'est une des parties du bâtiment. Et non, c'est du inox. Inoxydable. Et il y a de très grands cours, comme des cours d'une cloître, qui sont enterrés en sous-sol. Donc c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent là, comment se dit ça, les gens qui travaillent avec pour l'État, les fonctionnaires, tous les fonctionnaires de l'EPO, ils peuvent entrer dans cet jardin pour manger, pour déjeuner, pour avoir des rencontres. Mais qui sont protégés parce que c'est donc, vous voyez, dans la peinture. Ici aussi, on a téléphoné à un artiste, un sculpteur hollandais qui s'appelle Rob Birza. Et Rob, il venait de la Chine, il a fait une tour en Chine, et il disait que les dragons sont des protégeurs de l'argent. Ok. Donc, il a fait beaucoup de petits dragons qui sont imprimés dans le inox avec de la dynamite. Donc, c'est un système qu'on fait un moule sous l'eau. On fait le moule sous l'eau. On prend non, il y a un feu d'inox, oui, et on jette une bombe dans l'eau. Et comme ça, il y a le dragon dans le. C'est un truc c'est un truc spécial mais très intéressant. Bon, donc il y a des dragons, mais aussi il y a des petits bonshommes qui sont utilisés comme des jets d'eau, parce qu'on a besoin de jets d'eau pour des fontaines, parce que en Hollande parfois il y a un problème qu'on a de la glace, parce que dans l'hiver ça gèle. Et we have learned from the French
that this is very dangerous because we had a system. On a eu un système où si les Français, Napoléon, entraient à la Hollande, on coupait le digue et il y avait une ceinture de l'eau. C'était déjà là pendant les années du XVIe siècle. Et à le moment que le Français venait, c'était l'hiver. Donc on ne peut pas le faire. Donc maintenant, c'est très important que l'eau coule, que l'eau circule tout le temps. Comme ça, parce que sinon, il y a quelqu'un qui a un pantalon sèche et qui a patiné sur la glace. Bon. Le même artiste a fait de peinture sur le mur. C'est un tapis plein coloré pour l'acoustique de ces petits. Et là, ce sont la pluie de lumière qu'on voit avec les dragons. Mais aussi dans le couloir, on a fait des petits trucs. Donc c'est du béton préfabriqué. Et le même artiste a fait des petits trucs dans le coffrage, comme si c'était des fossiles qu'il a trouvés et tout ça. Donc ça donne, vous voyez que ça donne un aspect, de nouveau un aspect d'ornementation, mais qui donne une très grande identité. Pour finir, il y a deux projets, parce que c'est un peu long maintenant pour vous. Ce sont deux projets qui ont comme thème la mort. C'est pour ça que ce sont les derniers projets. Les nécropoles. Tous les musées sont des nécropoles. Mais ne dis pas au directeur que c'est une nécropole, parce que c'est là où nous préserve, c'est là où nous préservons, où nous collectionnons tous les objets importants de l'histoire, les objets importants des gens qui sont décédés, des générations qui étaient là avant nous. Et pour nous connaître nous-mêmes, c'est la raison que nous avons le musée, les collections et tout ça. Donc c'est vraiment comme une nécropole. Et c'est très intéressant d'avoir cette idée parce que ça, c'est le bâtiment, c'est le musée ou bien les archives audiovisuelles de la Hollande. Donc tous la musique, tous les films, toutes les photos, toutes les télévisions et radios qui est fait en Hollande depuis dans le dernier siècle, ils sont là. Ils ont des milliers de bandes magnétiques, de disques de vinyle et tout ça. Mais naturellement, on ne peut pas exprimer un disque de vinyle ou une bande magnétique, c'est rien. Ça n'a pas c'est pas un élément visuel. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer cette énormité de l'histoire? Donc, l'idée, c'était de... Pardon. Oui. Donc, l'idée, c'est qu'on faisait une sorte Dante's Inferno, donc enfer de Dante. Donc, si on entre, les deux hommes là, ils sont sur le niveau de la rue. Donc, si on entre, donc le bâtiment a 25 mètres, mais aussi 25 mètres en sous-sol. Donc, il y a la même volumétrie en sous-sol qu'en dessous le sol. Donc, si on entre, on est obligé d'aller sur ce petit pont avec beaucoup de vertige. Et on voit cette énormité de l'histoire. Donc l'idée, c'est de faire une expérience physique de cette histoire, de cette énormité. Donc, et dans toute cette petite fenêtre, on a mis une lumière rouge. Et si on est là, on croit que tous les gens sont encore vivants et qu'ils sont dans cette inferne de Dante. Et peut-être on peut entendre un peu, et peut-être il y a de la musique qui vient de... Donc il y a une certaine idée de ne pas... Parce que normalement on peut faire un hangar et on ne voit rien, mais l'idée c'est de faire architecture, pas on ne peut pas voir les disques et
la bande magnétique, mais on peut avoir l'expérience de l'histoire. L'autre partie du bâtiment, c'est la partie qui est en dessus. C'est une grande commune, c'est la future, donc c'est aussi la passé et la future. C'est un musée pour des enfants, pour la télévision. Et entre le futur et le passé, c'est le présent. Et c'est une grande cathédrale pour la télévision hollandaise. Donc c'est là où il y a tous les awards, les prix, les fameux, je ne sais pas quoi. Il y a chaque semaine, il y a des soirées, des événements avec des starlets et des stars et des gens de télévision. Parce que tous les studios de télévision sont autour de ce bâtiment. L'autre chose, c'est la façade. Et l'idée du façade, c'est de comment est-ce qu'on peut donner une expression de cette idée de télévision, de l'histoire hollandaise à travers l'audiovisuel. Donc, on a appelé une artiste. Et c'était une VJ, c'était un homme qui était très fameux en Hollande parce qu'il fait des VJ. Donc il fait des images. Oui. Donc il a pris 500 images fameuses. Par exemple, Johan Cruyff, notre footballeur qui fait une goal, notre reine qui est sur une bicyclette et tout ça, des trucs hollandais typiquement, mais aussi des stars qu'on connaît, tout ça. Et ils sont couchés dans la verre. Donc l'idée c'est il a fait ça. Donc la première image, vous voyez, c'est notre premier, il y a quelques ans. Et donc il a, comme ça dit, scrambled the image. Donc l'image c'est décompressé, je ne sais pas quoi. Après il a mis de couleurs dedans. Et après il a repris le visage de figure. Et ça s'est coulé dans le verre. Donc c'est un verre en relief. Et les gens, avec une certaine... Vous voyez que ce sont comme des fantômes. Donc quand le soleil est dans un certain angle, on a une réflexion. Et le visage des gens, ils sont vraiment là comme en 3D. Et on voit les différents stars et les différents gens. Nous avons travaillé avec Saint-Gobain pour faire une machine parce que c'était un matériel qui n'existait pas. Et ils ont fait ça. Et maintenant, nous étions complètement idiots parce qu'ils ont maintenant le patent et nous ont perdu tout notre argent. Mais c'était très intéressant parce que chaque panneau est différent. Donc ça fait par un ordinateur. Donc l'ordinateur fait le moulage en CACD et puis on coule le verre et on prend les pigments colorés. Bon, pour finir, il y a le bâtiment en Anvers, donc une autre nécropole. C'est le musée d'histoire de la ville d'Anvers. Il y a 400 000 objets là, qui ne sont pas tous dans le bâtiment, mais qui sont dans la collection. Et ce ne sont pas des objets très intéressants, ce sont des anciens bouteilles, je ne sais pas quoi. Mais ce sont des objets qui donc pas d'objets d'art, mais des objets narratifs qui donnent une histoire sur l'histoire de la ville. Et on voulait aussi, dans ce projet, essayer d'exprimer, d'avoir cette expérience physique de l'histoire. Donc on a entassé 10 grandes boîtes. Donc chaque boîte est 6 mètres en hauteur. Donc on a fait un tour de 60 mètres avec des grandes boîtes qui sont dans les salles de collection. Mais on a mis ça comme une tour dans la ville. Donc tout le monde voit que là, c'est l'histoire commune de tous les gens de la ville. Si on fait la boîte l'un sur l'autre, c'est pas très intéressant. Donc on a tourné
twisté, oui, twisté, et en twistant, on a obtenu une spirale. Donc c'est une spirale, et c'est une spirale de vie. C'est la vie qui va tout en haut. Et donc c'est la ville morte qui est dans cette tombe, mais la spirale est la ville vivante. Et parce que à chaque étage, on peut voir le panorama de la ville même, c'est l'objet de la collection le plus important, parce qu'on a vue sur la ville même, et on entre à chaque étage pour avoir une histoire du passé de la ville. Aussi là, cette spirale est ouverte jusqu'à minuit. Donc le musée, les salles du musée, ils sont fermées à 6 heures, mais on peut entrer. C'est très romantique, on peut voir avec sa fiancée, on peut voir la couche-soleil, même on peut acheter des pique-niques, là, pour avoir un petit verre. Donc c'est vraiment une rue de la ville. Et les gens aussi l'utilisent comme ça. L'idée architecturale, c'est d'avoir cette tombe avec une pierre rouge, et d'avoir la façade qui ressemble à la vie, avec des panneaux de verre qui sont arrondis, donc qui font une sorte comme des vagues. Et ce qui est très intéressant là, c'est que on a appris que le problème avec beaucoup de bâtiments neufs, c'est que les gens n'aiment pas le bâtiment neuf. Normalement, si on a fait un bâtiment, c'est important comme architecte de fuir la ville, parce on dit « oh, l'architecte ». Mais ici, immédiatement, quand les gens entrent dans le bâtiment, ils font que ça. Ils commencent à caresser le bâtiment, parce que la pierre, c'est une pierre très forte, avec des nervitudes, comme ça, avec des nerfs, avec une tectonique. Mais aussi la verre est très, très intéressant, parce que la verre, ah oui, on voit ici, parce que le verre n'est pas transparent tout à fait. Et le problème avec une mur blanche, c'est qu'une mur blanche dit « je ne suis pas là ». L'idée d'un mur blanche, c'est de nier qu'il est là. Il dit nier qui est là. Un mur rouge dit que ah, oh, je suis là, voilà, je suis là. Donc c'est un mur très fort. On ne peut pas avoir un rapport avec une mur blanche, parce qu'il dit rien. On ne peut pas avoir un rapport avec un mur rouge. Aussi la verre. La verre, il y a un très très grand misunderstanding. How do you say that? Misunderstanding. Un quoi? Non, pas une incompréhension, c'est une mistake. Un malentendu, et un très grand malentendu, que la verre transparente est démocratique. La verre transparente n'est pas du tout démocratique. Donc l'idée de voir à travers la verre, veut dire que le verre n'est pas là. Donc le verre dit « je ne suis pas là ». Donc le mur blanche n'est pas là, le verre n'est pas là, donc il n'y a rien, il n'y a pas d'architecture qui parle. Mais ici, parce que le verre est bombé, tu es un très bien souffleur, hein, c'est un très bon souffleur. C'est un métier. C'est un métier, oui. Parce que le verre est bombé, le verre dit moi je suis là, parce qu'on ne peut pas voir à travers le verre. Hein, le verre, c'est un peu comme un rideau. Et on ne savait pas, c'est pas fait exprès, mais on croit que ça, c'est la raison que les gens immédiatement ont embrassé de tout droit à gauche, embrassé cet bâtiment. C'est très très populaire. Il y a la première année, il y avait 1 million de gens. C'était fait pour 200 000, mais il y avait 5 fois plus. Et c'est la combinaison de matériaux, des ornements et cet espace public. Parce que 50% des gens ne viennent pas pour le musée, ils viennent pour être dans cet espace public, pour avoir le vue panoramique sur la ville, etc. Il y a dans ce bâtiment, il y a des petites mains. Donc vous voyez là, il y a des petites mains métalliques. Dans l'échelle d'une main. La raison là, c'est de... Bon,
on avait demandé une artiste de faire des petites sculptures, mais on avait demandé Jan Fabre. Tu connais Jan Fabre? Oui. Mais il voulait faire des pénis. Non, non. Pire, de dead skulls. You say de têtes de mort. Donc 3000 têtes de mort. Et donc l'échevin de culture a dit, mais on ne peut pas faire 3000 têtes de mort. Qu'est-ce que les enfants vont penser? Mais il dit, mon fils a toujours un t-shirt avec une tête de mort. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. Là. Donc, mais il ne voulait pas. Donc on a mis les petites mains. Les mains sont là depuis 12070. C'est le côte d'armes d'Anvers, de la ville. Mais c'est aussi très intéressant parce qu'à un moment qu'on a mis les mains, il y avait une idée que la main pouvait être achetée par des gens de la ville. Et pour 1000 €, on pouvait acheter un. Et donc 3000, pas des individus, mais des familles, des clubs de sport, des écoles, ils ont acheté une. Et pendant le processus de design et le processus du chantier, les gens déjà ils faisaient partie de ce projet. Et c'était aussi très important, très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, que ces 3000 personnes sont en train de mourir. Et oui, dans 100 ans, ils ne sont plus là. Mais dans 100 ans, il y a l'histoire que des gens, il y a exactement, parce qu'il y a un grand bouc, donc le boucher de la rue de la Reine a acheté une main, et c'était monsieur Dubois. Donc, dans 100 ans, les ornements ont une histoire, chaque ornement a une histoire, qui est une histoire de la ville, de notre temps. Donc même l'idée là, c'est très intéressant. Je crois que l'ornement peut être fait partie de la collection immédiatement. Voilà. Aussi. Si tu permets, je voudrais quand même t'interrompre parce que tu as une grande poésie à nous raconter, à nous emmener comme ça, effectivement. Mais je connais aussi ton obsession, ton souci du détail technique, du coût. On a là des panneaux de verre qui sont autoportants. Oui. Et ça aide quand ils sont bombés. Oui, et c'est pour ça. Ils tiennent tout seuls. Presque. Et ils ne sont pas doublés, ce sont singles. Simple. Donc c'est moins cher d'avoir des panneaux raides en double verre. Parce que, donc l'idée, c'est vrai, c'est bien que tu le dis. L'idée, il y a une idée technique. Si on a un papier, on met le papier là, ça ne marche pas. Si on plie le papier reste tient sur le bureau. Donc avec le vent, c'est une contre-vent en même temps, mais aussi c'est une plaque de verre. Donc on peut, c'est relativement moins cher, et aussi parce que c'est seulement, c'est encore plus bizarre, parce que c'est seulement une plaque de verre. Tout le bâtiment, toute la galerie il n'y a pas d'air conditioning. Donc on n'a pas besoin d'énergie, d'isoler. Donc il ne faut pas isoler les bâtiments, parce que s'ils ne sont pas isolés, on n'a pas besoin d'énergie. Et comme ça, même dans le fonctionnement du bâtiment, on a beaucoup moins. Donc un tiers du bâtiment n'est pas climatisé. Et ça marche très bien parce que la gens, c'est comme une rue. Donc dans l'hiver, c'est peut-être 12 degrés, dans l'été, c'est peut-être 30. Mais et c'est très important aussi parce que, encore, c'est une idée de 500 sens humaine. Si on entre dans une salle de musée, donc, où est-ce que je peux... Oui, donc à chaque étage, on peut entrer dans la tour des... Oui. Par exemple, ça c'est une salle typique. Dans cette salle, c'est complètement air conditioning, climatisé, parce que là, on a besoin de 21 degrés pour les œuvres et 55% d'humidité. Et aussi ça, c'est très intéressant parce qu'on a cette idée, si on entre une salle, c'est vraiment un tombeau, parce que c'est un autre climat que la galerie. Donc la galerie, c'est le climat du saison,
et on se sent être vivant, et si on entre dans la salle, on est mort. Yeah. Ah, il y a des autres détails. Par exemple, cette ornementation à l'intérieur. Aussi, ce sont des capots, est-ce qu'on dit ça, les Cabochon. pour le câblage et tout ça. Ah oui, les capots. Qu'est-ce qu'on dit Les passe-fils et tout ça. Oui, et donc c'est des trucs comme ça, mais qui sont faits par un écrivain d'Anvers, Tom Lanois, qui a fait un petit poème. Parle dans le micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Et pour finir, parce que on a fini, on a demandé à un autre artiste de faire la mosaïque sur la place. Et ça fait par Luc Tuymans, un fameux peintre belge, anversois, qui a proposé de faire une énorme tête de mort. Et après, l'échevin de culture ne pouvait plus dire que refuser, donc on a fait ça. Mais on voit que si on ne le voit pas si on est là. Ça, c'est au sol, c'est la cour. Oui, c'est la cour là. C'est donc la cour blanche, la place du musée. Donc si on voit du tour, on a cette vue et on voit le tête-mort. Il y a toute une histoire parce que c'est le monument de Quentin Matsijs, fameux peintre de Renaissance anversois, qui s'est suicidé, et pour ça il ne pouvait pas être enterré dans la cathédrale. Donc il est enterré en dehors, et sur le mur de la cathédrale, à l'extérieur, c'est cette tête mort, ce qui est le memento mori de Quentin Matsijs. Bon, c'est toute une histoire. Donc, intéressant, c'est que chaque de ces éléments ont une histoire, et comme ça, on a des couches plus profondes. Mais aussi, ce que nous aimons beaucoup, c'est que le bâtiment, tant que c'est un musée, c'est vraiment utilisé pour toute autre chose, pour des raves, pour des nuits de disco. Ça, c'est le fameux. C'était un festival de rock, et il y a le fameux rock band Triggerfinger. You know Triggerfinger? Yeah. Very good Triggerfinger. Hard rock. So they were playing on the roof, and many activities that happened there. So, pour finir, on voit que nous croyons que cette expérience est relativement un relatif succès. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont à ce type de bâtiment et sont encouragés de se rencontrer, de faire des activités, et qui donnent vraiment une identité locale à nouveau pour essayer de combattre cette idée de liquid identity et ces problèmes de xénophobie et nationalisme, etc., etc. Merci. Merci Wilhelm Jahn pour cette magnifique démonstration. Je dois aussi dire que Wilhelm Jahn est très jeune, et quand on voit tout ce qu'il a produit en si peu de temps, c'est vraiment édifiant. Je ne connais pas d'architecte français qui ait eu autant de succès mérité. Ce que je vous propose, c'est pendant un petit quart d'heure de poser des questions à Wilhelm Jahn et de profiter de sa présence. Est-ce qu'il y a des questions ? En bas, derrière. Ah. Merci, bonsoir. Merci de votre exposé. Ma question, c'est un petit peu, en fait, par rapport à votre approche du motif. On remarque que c'est souvent à la même échelle, en fait, que vous faites intervenir cette problématique d'identité à travers le motif, enfin que vous l'abordez en tout cas à travers le motif,
Et je me demandais si vous aviez peut-être des projets de plus petite échelle, ou avec éventuellement de la rénovation, et vous vous retrouveriez en fait à aborder cette question, mais en confrontation peut-être avec des éléments existants, ou à une échelle plus réduite. Parce qu'on sent aussi que, peut-être c'est aussi par la répétition en fait, des projets d'une échelle comparable, qu'il y a comme peut-être pas une facilité, mais comme une aisance qui s'installe en fait dans ce travail, et qui sont pas nécessairement répétitives, mais ouais, il y a cette aisance-là. Et moi, je me demandais si voilà, vous aviez travaillé à d'autres échelles, et comment vous aviez abordé cette question de l'identité. Non, voilà. C'est très bien cette question, parce que c'est un peu ce que je montre ici. Naturellement, ce sont presque tous les bâtiments publics, donc des bibliothèques, des théâtres, etc. Dans ce type de projet, c'est plus facile de faire une ornementation, de faire des motifs comme ça, parce que c'est plus grand, parce qu'il y a un peu plus d'argent parfois, ou ce qui est encore plus important, il y a une raison de le faire. Si nous faisons, par exemple, si nous faisons d'habitation, on ne fait pas, ou très peu, parce que je crois que c'est important que les bâtiments communs, que les bâtiments communs ont une expression très forte, mais pas les autres bâtiments. Donc, on ne peut pas faire avec... On peut, mais je ne sais pas si c'est bien si chaque petite maison, si chaque maison d'habitation a une expression très forte. Parce que le problème aussi, c'est s'il y a beaucoup d'expressions, on perd l'effet parce que tout le monde parle en même temps. Mais quand même, c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, si on va à Strasbourg, on a le fameux, comment se dit ça, l'architecture avec le colombage. Le colombage était un type de motif qui vient naturellement d'un principe de construction, mais chaque maison quand même a un certain colombage qui a sur un niveau plus petit donne une certaine identité. Donc je crois qu'on peut faire ça, mais c'est vrai que je n'ai pas montré, et aussi non, c'est vrai, c'est difficile. Vous m'avez pris parce que je n'ai pas une idée sur le petit bâtiment, quoi faire avec l'ornementation. Donc peut-être c'est bien vous pour expérimenter dans les prochaines années avec ça. Je ne sais pas. Peut-être un bâtiment de plus grande échelle, mais qui aurait après à la réhabilitation, avec un dialogue avec l'existence, ça vous intéresserait. Sûrement, j'imagine que faire ça. Non, mais c'est vrai, je peux pas répondre, je sais pas quoi faire là. Il faut. Non, mais c'est vrai. Le problème là, c'est un peu facile ici. Hein. Donc ce que vous dites sur le projet là, ça sera beaucoup plus difficile de le faire. Ça dépend des situations. Là, c'est effectivement des bâtiments qui sont autoréférentiels, oui. Qui sont liés à un contexte, mais qui parlent d'eux-mêmes. Dans le cadre d'une réflexion par rapport à de l'existant, c'est un autre dialogue qui peut s'installer. Cela dit, sur le fait que ce soit des édifices publics, effectivement, ça justifie. Et même, je pense que pour l'ornement, moi, pour ce qui me concerne, il n'y a pas de justification à apporter. Et c'est aussi notre liberté, à un moment donné, voilà, de faire, sans se prendre pour des artistes pour autant, mais d'avoir cette approche. Et sur les logements, donc qui ne sont pas des bâtiments publics, qui n'expriment pas forcément une notion comme ça, très collective, autre que celle de partager du logement, du logis, la vie, etc., etc., tu as quand même une relation à la matérialité qui est très forte. C'est-à-dire tes bâtiments sont toujours très composés, la manière dont tu organises l'appareillage des briques en façade, si c'est régulier, décalé, etc. Je veux dire, il y a toujours ce sens du détail, de la matière, de quelque chose qui est vivant, c'est-à-dire en tout cas à laquelle tu donnes une existence. Et je crois que c'est ça l'œuvre architecturale. Non, c'est vrai, on peut le faire pour tous les bâtiments, mais c'est vrai que le monsieur dit que c'est que si on a une échelle qui est assez petite, l'instrument de répétition
c'est plus difficile à faire, c'est vrai. Mais peut-être il y a des autres manières pour le faire. C'est les processus. C'est les processus de fabrication des projets dans lesquels on rentre. On les poursuit avec le temps. À un moment donné, c'est un rapport schizophrénique sur le travail du motif. Donc, quelle que soit l'échelle, ce travail-là, il reste ancré. Donc, il se retrouvera à un moment donné. Sinon, on finit par s'ennuyer. Je comprends pas. Non, quelle que soit la taille du projet, oui. Là, dans tous les projets qu'on a vus, il y a une cohérence. Oui. C'était un plaisir ce soir. Si maintenant vous avez un projet qui est tout petit, oui. cette nécessité de travailler comme vous l'avez fait sur tous les grands projets, vous allez le faire sur le petit. Donc le motif s'inventera à ce moment-là. Simplement, c'est pas les mêmes moyens. Je crois qu'on peut le faire partout, mais naturellement, sur un petit projet, la question d'expression, c'est plus difficile. Mais bon. C'est souvent le cas dans les espaces intérieurs que vous faites. Oui, dans les intérieurs, on le fait. Design. Oui, non, mais c'est vrai. Bon, même ça, c'est une forme d'ornementation, non? Bien sûr. Dans une échelle très petite, donc on a besoin d'une certaine acoustique, mais on peut faire n'importe quoi. C'est pas forcément des vagues qu'on doit faire. On peut faire des petites fleurs si on veut. Donc je crois qu'on peut le faire sur chaque échelle, mais il faut réfléchir la nécessité, l'effet. Est-ce que c'est... Mais c'est très difficile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un langage, il n'y a pas une tradition. Donc, si on était dans le 19e siècle, il y avait une tradition, c'était très facile. On téléphonait à un artiste, il faisait des petits anges ou je ne sais pas quoi. Donc, mais aussi les gens comprenaient plus, je crois, en ce temps, parce qu'il y avait un symbolisme qui est aussi... un certain langage. Et là, le problème, c'est de trouver un nouvel langage pour ça. Et bon, j'essaie de faire un petit théâtre ici, mais de temps en temps, nous croyons que c'est complètement dingue et des clichés et des kitsch, non? Parfois, on risque vraiment de tomber dans un type de kitsch. Donc, c'est aussi un terrain très, très dangereux. Donc, tout à l'heure, Georges, il vous a présenté en parlant d'un côté baroque. Moi, j'aimerais bien vous poser la question. J'ai le sentiment, en regardant comme ça, de façon tout à fait... quelque chose, quand on regarde défiler les images, il reste comme une couleur ou une odeur ou un son. Et je me dis, mais c'est vraiment inscrit dans quelque chose qui s'installe dans la culture flamande. Pour moi, ça ne peut pas être ailleurs. Est-ce que vous vous êtes pas posé cette question et est-ce que vous avez une explication? Ah oui, mais ça c'est très dangereux, hein, parce que vous dites que les gens flamands font une différente architecture que les gens français ou les gens alsaciens, que c'est dans la nature de l'homme de faire ça peut, non, ça, on peut pas, non, parce que ça, non, on peut pas le faire. Non, parce qu'on dit que les ballons ne peuvent pas faire ça parce que c'est typiquement une architecture flamande et tout ça. Non, mais c'est très dangereux parce qu'en Belgique, il y a la plus grande partie en Belgique dit ça, qui est maintenant, qui est très ultranationaliste. Donc c'est pas vraiment, c'est un discours très très difficile, je crois. Donc moi je crois qu'on peut inventer une identité. Donc ça, c'est pas une identité flamande. C'est comme une tour Eiffel à Anvers, parce qu'il n'y a rien à Anvers qui a un rapport avec cette bizarre et laide objet. Mais quand même, les gens ont absorbé cet objet. Donc je ne crois pas qu'il y ait une liaison là. Ce qui est vrai, et là je peux vous accompagner, c'est qu'il y a une plutôt... moi je ne suis pas flamand, je suis hollandais. Mais il y a une
dans cette école hollandaise où Georges a commencé dans l'introduction, dans la Hollande, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est que les Américains ils disent qu'il y a un proverbe qui dit que Dieu a créé le monde et les Hollandais ont créé la Hollande. Et c'est vrai parce que la Hollande était tout à fait mère. Donc tout est créé. Donc il n'y a pas une topologie naturelle. Toute la topologie de la Hollande est artificielle. Donc il y a cette idée qu'on peut faire tout, qu'on peut créer quelque chose de rien et qu'il n'y a pas un contexte, qu'il n'y a pas une géographie. Et ça, c'est une idée extrêmement importante. Ce qui est une idée hollandaise qui donne une certaine liberté, mais aussi un rationalisme. Mais en même temps, on sait qu'on est obligé de travailler ensemble. Parce que si pendant 24 heures, quelqu'un a oublié l'électricité des pompes de notre digue, tout est foutu et tout le monde est noyé. Donc il y a cette idée aussi que l'environnement est un environnement de synthèse, un environnement artificiel, mais aussi un environnement qui est très technique et qui est comme une machine et qu'on peut seulement vivre ensemble si on fait des choses ensemble. Donc là, je crois que peut-être cette idée, qui est une idée très très forte hollandaise, est peut-être unique parce que cette situation que nous sommes, ça, si vous analysez l'architecture hollandaise, vous voyez que c'est le même esprit. Mais par exemple, beaucoup de collègues de nous, ils font des trucs complètement différents, mais dans le même esprit. Mais ça, et là-bas, peut-être, il y a un certain esprit hollandais. Mais le flamand, la partie flamande, c'est plus compliqué parce que je viens de la Flamande, je suis né là. La Flamande, comme vous savez, les Hollandais sont des protestants, sont des calvinistes, et les Flamands sont des catholiques. Donc on a eu pendant 400 années, quand les calvinistes du Nord ils avaient une culture iconoclaste. Donc dans toutes les églises, il n'y avait rien. Pas d'ornementation, pas de couleur. Donc toutes les églises protestantes hollandaises étaient complètement vides. Parce qu'ils sont vidés, mais en Anvers, en Bruxelles et tout ça, ils sont pleins parce que c'était la baroque et donc c'était les jésuites qui ont fait la contre-réformation. Donc là, on plonge dans une idée d'images et d'une architecture parlante permanente. Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux pays qui est très fort, mais comment ça marche avec moi-même, je ne sais pas. C'est difficile de dire que c'est une architecture flamande. Si, moi je trouve, c'est ce que j'avais envie de répondre à Guy Tardieu, c'est que tu es dans un rationalisme pur et dur, quasiment calviniste, et en même temps, tu as la fantaisie de la contre-réforme. Et c'est ce mélange qui est absolument exceptionnel. Et je pense qu'il est plus lié à l'histoire, qu'il y a la question identitaire au sens strict et qui actuellement est délicat en Belgique en particulier là, parce que c'est vrai que ton bâtiment a un succès incroyable, mais il est aussi devenu une espèce d'objet. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant que tu aies montré la Tour Eiffel, c'est-à-dire que c'est une invention. En plus, elle est géniale parce que c'est un système comme ça qui se répète, donc il y a une économie. Il y a cette ville qui devient spectacle et qui est en fait cette spirale de la vie autour du catafalque. Mais aussi, ça a été un programme politique, je crois. Oui. Parce que cette identité forte flamande est revendiquée contre l'identité belge francophone et que ce bâtiment, finalement, à la fois avec son contenu, est quasiment devenu aussi une sorte de symbole de la flamitude par rapport à la francophonie. Et dans ce combat, oui, non, mais c'est des problèmes de récupération. Non, et en même temps, je trouve que justement, il reste à l'écart de ça, parce qu'il n'en est pas encore le symbole, parce qu'il a cette générosité d'être totalement ouvert au paysage, au public, etc. Et c'est ce qui, à mon sens, et dans tous les projets, il y a cette dimension-là.
à Hilversum aussi, qui est la ville de Budok, qui a un truc génial, qui est depuis 100 ans la capitale de la communication en Hollande. C'est là qu'il y a les télés, les radios depuis toujours, etc. Et encore aujourd'hui, il y a une très grosse communication, toutes ces choses-là. Il y a une identité aussi très forte par contre sur Hilversum. Quand tu travailles ce plus et ce moins, ce négatif, Dante, le ciel, l'enfer, le son, l'image, le futur, le passé, etc. C'est une dimension qui me semble à moi plus liée à une question d'universalité et humaniste plutôt que sur un repli identitaire et des symboliques un peu triviales. Et je crois que c'est cette dimension-là, c'est quelque chose que moi je trouve manqué. Et parce que vous avez, toi et ton associé, toute ton équipe, et depuis toujours, parce que suffisamment travaillé ensemble, que je le vive au quotidien, tu as une grande liberté par rapport à la forme. C'est que la forme n'est jamais un problème. Le motif n'est pas un problème. L'architecture n'est pas un problème. L'architecture devient un plaisir de combiner des choses. Et en fait, c'est un récit permanent sur des histoires que tu racontes. Et moi, la première fois que je suis allé dans ce bâtiment, j'ai découvert Anvers que je connaissais et que je ne connaissais pas. Donc tu m'as permis de redécouvrir la ville avec ce bâtiment et pas juste passer un panorama avec une plateforme panoramique. Et c'est pareil dans quelques autres de tes bâtiments. Toujours il y a ce récit, il y a cette histoire et c'est ça qui les rend populaires. Beaucoup plus que l'attachement au logo de Saint-Patrick, de Saint-Midule, etc., etc. Et ça c'est, je pense, quelque chose qui est génial parce que l'architecture permet ça. Et on a rarement la possibilité de le faire. Et quand on le réussit, c'est assez formidable. Et ça, c'est partagé par tous les architectes. Et je pense que c'est un vrai moteur. Cet humanisme qui est basé sur une humanité, une générosité. Et en plus, tu as cette grande facilité. Donc voilà, c'est renouvelé et c'est une recherche, c'est une œuvre. Enfin, à mon sens, on appelle une œuvre architecturale. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on peut parler d'architecture tout le temps, partout. De l'entrée jusqu'au fin fond des chiottes, il y a de l'architecture, de l'intention et du signifiant partout. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument formidable, même quand tu as des projets avec des petits budgets. Parce que là, tu as quand même effectivement montré des choses qui sont assez, pour nous, exceptionnelles. Mais dans l'architecture du quotidien, vous arrivez à faire aussi ce travail-là et rendre, j'ai envie de dire, les gens vivants dans cet espace. Et moi, je trouve ça formidable. Voilà, Merci, c'est très gentil. Merci. Absolument. Okay. Bien. Fred, tu voulais poser une question? On a des Néerlandais là, d'adoption de. Je voulais juste. Vous avez répondu, mais c'était pour dire à Guittarieux que ce qu'il voulait dire peut-être, c'est que les Hollandais et les Belges, ils ont une capacité d'autodérision. Et quand je reviens au Black Men du début, vous n'êtes jamais habillé tout en noir et très sérieux, vous arrivez à rire avec l'architecture, et ça fait du bien. C'est peut-être quelque chose qui nous manque aussi des fois. Donc, merci. Si tu veux battre Jean Nouvel, il faut mettre le costume noir. Merci à tous, bonne soirée.